Il y a soi-disant une scierie qui s'installe. Mhm. Soi-disant, je dis parce qu'en fait, c'est un incinérateur, réellement. Ils vont vendre de l'énergie, sous prétexte de brûler de la biomasse qui sera, en fait, des déchets de meubles, donc vernis, pain et tout ça. Et donc nous, quand on a entendu parler, il y a maintenant un peu plus d'un an, on avait eu des bruits. On est dans la communauté de communes ici qui est concernée, mais on n'a pas été informé. Il n'y a pas eu de réunion publique, on n'a pas été informé. On a juste commencé à entendre des bruits de scieries, de grosses scieries qui allaient s'installer. Et puis un jour, on a été invité à aller à un pique-nique là-bas sur le site à Marcilly. Et là, on a découvert le poteau rose. C'est-à-dire qu'il y avait des documents, il y avait des gens qui nous ont expliqué que ce n'était pas une simple scierie, que c'était une scierie affublée d'un incinérateur et qu'il y avait plein de problématiques qui étaient mises en avant, notamment donc sur la ressource bois, sur la pollution atmosphérique, sur la pollution de l'eau, etc. Et alors là, ça a été, vraiment un mouvement spontané entre nous. Ouais. On s'est revus très très vite et on s'est dit il faut faire quelque chose, il faut lutter, sinon ça va s'installer. On a été persuadés assez vite que ce n'était pas un bon projet, déjà parce que les gens là-bas avaient étudié le dossier et donc ils nous en ont parlé. On a continué à étudier le dossier. Quand je dis on, c'est Pascal, moi, mais beaucoup d'autres personnes qui ont créé après Adré-Morvan. Et plus on étudiait le dossier et plus on voyait qu'en effet, ce n'était pas un bon dossier du tout, quoi. Et les sciculteurs ici, à quelle distance à peu près du projet Arcia? Ici, on est à 1,2 km à peu près à vol d'oiseau de l'emplacement d'Arcia en fait. D'accord. Voilà. Ici, on est en zone de retombée principale. C'est la zone de retombée principale avec le village de Marcilly des fumées d'incinération. En fait. La seule viabilité économique de ce site, c'est la fabrication d'électricité subventionnée. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'ils veulent ramasser, moi comme je le vois, c'est assez empirique aujourd'hui, c'est que les professionnels du déchet, les industriels du déchet, veulent ramasser la masse d'argent mise à disposition par l'Europe sur la fabrication d'électricité verte à base de combustion de biomasse. Il y a eu un autre projet combustion de biomasse dans les Ardennes en 2012 où était intégré à la biomasse, au combustible, un pourcentage de bouteilles plastiques par exemple. Là quand même le préfet il a dit stop, on arrête quoi, enfin, c'est hors de question. Ici effectivement le combustible principal, majoritaire même, ce sera très largement majoritaire, ce seront des bois pollués qui ne sont pas assimilables à de la biomasse. Donc on voit rentrer, ils viennent chercher l'argent mis à disposition par l'Europe au niveau de l'électricité dite verte, quoi. Ça c'est clair et net. Et puis, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut aller auprès de la population, il faut arrêter de mentir à la population. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on n'est pas allé violemment auprès de la population, on se dit qu'il faut informer la population, et après, avec une information, les gens peuvent faire leur choix. Et on respecte les gens qui disent, nous, on veut de l'emploi ici, on comprend, bien sûr, il n'y a pas de boulot en ce moment ici ou ailleurs. Mais au moins qu'ils soient informés et qu'on arrête de leur mentir, notamment sur le fait qu'il n'y aura pas de rejet toxique, sur le fait que l'eau ne sera pas polluée, sur le fait qu'il y a toute la ressource qu'il faut, que les petites scieries ne vont pas fermer. Nous, on explique avec des chiffres et tout est sourcé, c'est-à-dire toutes les données que l'on donne sont vérifiables, que ce soit sur notre site internet, sur les pages des réseaux sociaux, sur nos petites publications, sur nos tracts, tout est vérifiable. Donc on a été plutôt dans ce sens-là. Ici, c'est une population quand même, on n'est pas en ville, quoi. Les gens sont peut-être moins informés que d'autres, ils sont habitués, ils ont leur petit journal quotidien. Alors ce qui est marqué dans le journal, c'est la vérité. Le 4 février, donc quand les flics ont débarqué, on a débarqué peu de temps après, voire en même temps. En fait, eux, ils se rendaient protéger les bûcherons qui devaient intervenir sur la zone de la mesure compensatoire, en fait. Ouais. Voilà. Donc, ils devaient défricher entre 4000 et 5000 mètres carrés de bois. Et vous, le 4 février, vous étiez installé depuis... Non, on n'était pas installé, on était en veille. Vous étiez en veille, ici, ouais. On avait des renseignements, forcément. Et puis, on était en veille, donc du coup, le 4 février, au matin, on a débarqué en même temps qu'eux. Le matin, on est allé jusqu'à 60 pour une trentaine ou une quarantaine de flics.
puis comme je disais, c'était des gens des brigades locales, donc on était face à des aux forces de l'ordre, mais... Vous connaissiez à peu près tout. Ouais, voilà. L'après-midi, c'était plus tendu. C'était des gardes mobiles, donc avec des ordres bien précis, embarqués, et puis voilà. Donc le 5 février, le lendemain, on est tous à 5h du matin, 6h du matin, à l'entrée du bois, là. Ouais. Et puis on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors on savait pas trop. Puis on a galéré toute la matinée en attendant s'ils revenaient ou pas. Et puis il y a des gens qui ont commencé à débarquer de Nantes, puis je ne sais plus trop d'où ailleurs. Des gens qui ont commencé à débarquer en ayant une certaine expérience de ce genre de lutte, quoi. Mmh. Donc ils nous ont dit, le seul moyen c'est de de leur faire perdre du temps, quoi. Donc là on n'a pas vu, on a pris le chemin, mais on a fait des barrages sur tout le chemin d'accès. Ok. En se disant ils vont avoir des gros engins, donc on les emmerde vraiment. Et vous avez couché des arbres Non, on n'en a couché que quelques-uns, vraiment 2 ou 3. On leur a demandé si on pouvait le faire. D'accord. Ils ont lutté eux aussi. Et puis voilà, notre but c'était de leur faire perdre du temps au niveau physique, quoi. Forcément. Du bois, là où ça a chauffé en février et qui est toujours occupé aujourd'hui, la ZAD du bois de Troncet. D'accord, donc vous êtes un peu inspiré de l'actualité de l'Ouest. Ah bah bien sûr, Ouais. bien sûr, on suit l'actualité Notre-Dame-des-Landes depuis longtemps, même avant que nous, ce truc-là nous arrive sur la tête. Et en fait, je me rappelle bien le 4 février au soir, quand il y a eu l'intervention de la police, qu'on n'a pas pu faire grand-chose. On a été un peu surpris, on était un peu naïfs, on ne savait pas trop, donc on s'est rassemblés, hein, on a essayé de faire face. Mais bon, voilà, ils ont coupé ce qu'ils voulaient couper pour cette mesure compensatoire. Et en fait, ça a été très vite aussi. On s'est réunis le soir sur place, hein, il ne faisait pas chaud, et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Il faut occuper le terrain. Et c'est vrai que je pense qu'avec Notre-Dame-des-Landes, l'occupation à Notre-Dame-des-Landes, ça nous a permis de se dire c'est ça qu'il faut faire, il faut occuper le terrain. Si on n'occupe pas le terrain, il s'installe. Si on n'avait pas occupé le terrain, les travaux auraient continué, malgré les suspensions d'arrêtés, malgré tout ça. Et c'est un bon système, il faut occuper le terrain quand on n'est pas d'accord. Ouais. Et il y a suffisamment de friches industrielles en pourtour du Morvan, en Bourgogne, pour ne pas détruire 100 hectares de bois. Ouais. Mais voilà, on peut dire les politiques, ouais, je pense que c'est les politiques de toute façon ont foncé, et puis ils ont cherché quelqu'un, ils ont peut-être même inventé une société. Mais qu'est-ce qui Hercia qui doit gérer le projet, c'est une société au capital de 100 000 €. Ouais. Quand vous faites le numéro qui communique sur leur site, vous tombez sur Pascal Jacob qui est soi-disant le président ou directeur d'Hercia. Il n'y a pas de secrétaire, ça ne tourne pas, quoi. D'accord, pour l'instant c'est une boîte postale. Ouais, voilà, ouais. D'accord. Dans la logique de la diagonale des scieries. C'est un projet national en fait. Hein. Ça part du nord-est de la France et jusqu'au sud-ouest. Ça s'installe sur ce qu'ils appellent la diagonale du vide, la diagonale la moins peuplée en France. Et ils veulent construire des méga scieries. Voilà, c'était quelque chose qui avait été annoncé par Nicolas Sarkozy en 2009 à Ougmat. Ouais. Voilà. Et on rentre tout à fait dans cette logique, sachant qu'il y a des gens qui ont fait des prospectives, hein, des chercheurs de la filière, qui disent que le développement de telles unités fait que la filière bois, en première transformation, perdra 60% de ses emplois à peu près. Voilà, parce que ce sont des grosses unités quasiment entièrement automatisées, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça fait travailler quasi personne par rapport au cubage, quoi. Une scierie normale, tu as un salarié pour environ 1000 m3 de bois. D'accord. Sur une scierie comme ça, tu as un salarié pour 3500 m3 de bois. Si tu arrivais quand sur ce combat contre depuis le départ, l'incinérateur, la scierie incinérateur depuis Hercia? Le premier jour, moi, que j'ai entendu parler de ce projet, la première présentation de ce projet, quand on nous a dit les volumes de bois qui seraient nécessaires à la scierie, plus l'incinérateur, plus la fabrication de pellets, j'ai dit c'est une aberration. Alors tout de suite, la première chose qui a été dite dans la présentation du projet, c'est que, rassurez-vous, il nous faut 1 million de mètres cubes de bois, parce que grosso modo c'est ça, hein, entre 500 000 pour la scierie, 300 000 pour l'incinérateur et pas loin de 300 000 pour les pellets, sachant que sur les 300 000 de l'incinérateur, bon, c'est une partie de bois récupéré, donc je les compte pas dans la ressource forestière. Mais on n'est pas loin du million de bois.
Et ils nous ont tout de suite dit, rassurez-vous, on va en prendre que 3 ou 5% sur le Morvan, tout le reste on va aller chercher dans un rayon de 300 km. Donc rien que ça, ils prennent les gens pour des idiots, quoi, parce qu'on sait très bien que s'ils implantent cette unité de fabrication ici, c'est pour prendre le bois au plus près. C'est pas pour aller le chercher à 300 km. Sauf qu'on s'aperçoit que ce dossier, il dit qu'il y a la ressource à 300 km si on ne tient pas compte de la qualité du bois, de l'âge du bois, des projets en cours dans les différentes régions. Enfin, si on tient compte de rien et qu'on se contente de prendre une photo, il y a la ressource. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas la ressource même à 300 km. Voilà. Et les gens qui ont fait l'étude disent même plusieurs fois dans le rapport, on ne comprend pas ce qu'ils viennent faire là. Le seul endroit où il reste encore du bois en surplus, c'est dans le sud du Massif central. Et en toute logique, l'installation devrait se faire là-bas. Voilà. Alors nous, on pense de toute façon que Hercia, tel qu'il est conçu aujourd'hui, c'est un mauvais projet. Qu'il soit ici ou ailleurs, c'est pas le problème, ça reste mauvais. Parce que c'est destructeur pour la filière bois. C'est un problème d'environnement certain avec l'arrivée de bois pollué dans la biomasse. Ouais. Ce qui est un grave problème au niveau national. C'est-à-dire qu'ils essayent de récupérer la manne d'argent de l'énergie dite verte pour brûler des déchets qui normalement sont des déchets ménagers, quoi. Ils sont quand même déterminés à monter cette grosse structure parce que ça serait la première européenne dans ce style-là et qu'ils ont prévu d'en faire d'autres à travers en diagonale de la France jusqu'au sud-ouest. Et qu'ils sont déterminés et que même si on entend en effet des choses comme quoi ils seraient prêts à se retirer, pour aller jusqu'au bout, parce que c'est quand même une stratégie électorale ici pour nos politiques locaux, pour aller jusqu'au bout, ils viendront quand même défricher le bois du Troncet pour dire voilà, on a défriché, on est prêt à installer, à viabiliser le terrain et tout pour installer une usine, pour prouver à la population qu'ils auront fait jusqu'au bout ce qu'il fallait. Ouais. Hein, c'est vraiment une stratégie locale. En plus, bon, les élections arrivent l'année prochaine, les municipales, donc plus d'autres qui suivront derrière. Donc on ressent bien ça comme ça, quoi. Le projet donc est vendu comme une scierie zéro déchet avec un cogénérateur donc qui est juste là pour soi-disant évacuer se débarrasser des déchets et faire du zéro déchet, donc très développement durable, capitalisme vert. Et vous vous rendez compte en épluchant le dossier qu'ils ont une dérogation pour monter à 75% de... Alors c'est pas ça. Alors ce qu'on se rend compte, au départ quand j'ai épluché le dossier, ils avaient le droit qu'à 33% de bois de déchetterie. D'accord. Donc là j'ai été voir les élus parce qu'ils avaient pris des engagements au niveau de la population. Je leur ai demandé des explications. Là je me suis aperçu qu'ils n'avaient pas lu le dossier. Personne ne savait de quoi je parlais en fait. Et la seule réponse qu'on a eue à ça, c'est qu'au moment de signer les arrêtés préfectoraux, effectivement les pourcentages sont passés de 30% à 75% autorisés. Et en parallèle à ça, il y a une dérogation effectivement qui est mise en place, mais qui concerne les températures. C'est-à-dire que normalement un incinérateur, ça doit monter pendant 2 secondes au-dessus de 850 degrés. Eux, ils ont une dérogation pour rester à 800 degrés. Donc les temps de destruction des polluants, en fait, ne sont pas du tout suffisants par rapport au combustible qui rentre. Voilà. Et qu'est-ce que je... sur la partie incinérateur, il y a plein de choses en fait qui n'étaient pas... Voilà, qui n'allaient pas. Le seul système dérogatoire qui a été accordé en France sur les incinérateurs, c'est pour l'incinérateur de Gien, qui a été une catastrophe, dont l'activité est suspendue à l'heure actuelle, justement à cause des problèmes de rejet de dioxine, qui ont complètement pourri les sols. On a été obligé de faire abattre des cheptels. Et il y a des terres qui sont plus du tout exploitables à cause du taux d'accumulation de la dioxine dans les sols, quoi. Donc après, en termes de nettoyage des sols, nettoyage retard au niveau des sols sur telle superficie, de toute façon c'est quasi impossible, quoi. Donc ça ils le savent. Et puis bon, le site pose aussi le problème de l'eau. Donc ils ont choisi un bois qui est sur une nappe phréatique. Voilà. Et ils disent que c'est étanche. Nous on sait très bien que vu la présence de dolines dans le bois, il y a des failles verticales. Donc s'il n'y a pas d'étanchéité, ils veulent pomper dans la rivière 18 mètres cubeurs, alors que le débit de la rivière en période d'étiage il n'est pas suffisant. Et en plus les autres process, normalement la loi les oblige à rejeter dans la même rivière où ils ont pompé. Alors là ils veulent rejeter dans une autre rivière qui est de l'autre côté du bois, qui est carrément elle reconnue frayère pour des espèces rares. Et donc ils vont complètement abîmer la faune. Ils vont abîmer la faune du bois, mais ils vont aussi abîmer la faune aquatique qu'il y a autour, quoi.